Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'actualité sur le web. Vous le savez, désormais, tous les jours, en compagnie de mes invités, nous essayons de vous donner les clés de décryptage de ce qui fait l'actualité internationale, nationale, sociale, culturelle, politique. Et aujourd'hui, elle sera énergétique. Avec mes invités, nous essayons de nous élever pour vous donner une vue d'en haut. Vous le savez, désormais, cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et surtout, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous sommes ici au Crans Montana depuis quelques éditions. Vous le savez, nous avons troqué notre studio de Casablanca pour venir ici, dans la Perle du Sud, pour couvrir les activités de ce forum et surtout rencontrer des personnalités qui vont nous expliquer comment et pourquoi le Maroc arrive à concrétiser cette idée de coopération Sud-Sud. Et là, aujourd'hui, ça sera dans le secteur de l'énergie. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir mon invité d'aujourd'hui, qui est M. Aziz Rebah, ministre de l'énergie, des mines et du développement durable. Monsieur le ministre, bonjour. Avec plaisir. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va. On a besoin de l'énergie pour réaliser les objectifs de l'énergie. Ouais, on a beaucoup d'énergie à avoir aujourd'hui. Alors avant qu'on parle d'énergie, bien entendu, parce que l'objet de ce forum, c'est surtout de savoir comment le Maroc arrive à faire ce pont concret. Quand on parle de coopération sud-sud, c'est souvent très vague. On a l'impression, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement? En termes d'énergie, lorsque vous vous baladez à Dakhla, il y a du vent, il y a du soleil, il y a toutes les composantes dont on pourrait rêver pour contribuer à ce mix énergétique que vise le Maroc d'ici 2020. De toute façon, nous avons découvert que les malaises, entre parenthèses, du passé commencent à devenir des opportunités. Je m'explique, on parlait auparavant de Cheikh Rih dans quelques endroits, on disait on n'a rien, Cheikh Rih. Je peux ajouter, on a le on a le hajar, mais Dieu merci, ce sont devenus aujourd'hui des opportunités pour l'énergie, les mines, les carrières, la médecine et tout ça. Donc, même chez c'est des plantes médicinales, c'est des plantes aromatiques et tout ça. Donc, on a commencé à renverser, si vous voulez, la donne et on a commencé à en bénéficier pour faire donc, des opportunités. Dans le domaine de l'énergie, le Maroc a décidé depuis bien longtemps. Il a expérimenté début des années 2000 comment par le vent, on peut produire de l'énergie. On a commencé au nord, mais à partir de 2009, c'est la transition énergétique qui est encadrée par Sa Majesté, lancée par Sa Majesté. L'objectif, c'est bien sûr, c'est de sécuriser l'approvisionnement dans notre pays, vu la croissance économique, le développement urbain et la demande croissante dans le monde rural, et vu bien sûr la facture énergétique qui était énorme, elle l'est toujours, et on veut maîtriser, si vous voulez, la donne, et on veut maîtriser, si vous voulez, notre approvisionnement et notre production énergétique. Alors la question, c'est comment faire profiter l'expérience du Maroc, qui est exemplaire, hein, c'est pas seulement pour nous auto-gratifier, mais qui est exemplaire en termes d'électrification rurale à travers le PERG. On sait qu'aujourd'hui, on est quoi? On a 99% d'électrification. On est quasiment à 100%. Quand on sait que l'Afrique est électrifiée à quoi? Moins 40%. Voilà, moins de 40%. Comment aujourd'hui, et surtout dans des rendez-vous comme ceux qu'on est en train de vivre ici à Dakhla, au Crans Montana, on peut essayer de tisser des collaborations très claires pour aider l'Afrique à s'électrifier? D'abord, l'expérience marocaine, c'est une expérience qui a donné des résultats. Bien sûr, on a encore du chemin, il faut le dire, parce que quand même, nous essayons d'être modestes, d'être dans notre discours. Nous ne voulons pas être donneurs de leçons ni prédateurs, parce que ce sont deux fléaux qui ont fait que l'Afrique a perdu pas mal d'opportunités. Nous voulons être des partenaires avec nos frères et nos amis africains. Nous présentons notre expérience, nous voulons créer des joint ventures, nous voulons être interconnectés avec l'Afrique, donc nous voulons présenter l'expérience en termes d'énergie renouvelable, nous voulons être interconnectés électriques et gaz, et nous voulons bien sûr créer des joint ventures entre les business, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires marocains et africains, pour qu'on puisse répondre au marché africain, qui est un marché très important. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la demande elle est croissante à l'échelle africaine. Le Maroc, c'est entre 4 et 6%, c'est phénoménal. Oui. Donc, d'où le triplement de la capacité. Si mais en Afrique, c'est la même chose. Il y a une problématique d'urbanisation. On sait très bien que... Aujourd'hui, les villes demandent, le monde rural demande, l'économie demande. Donc, on a besoin d'avoir une vraie
solution pour l'Afrique. Et cette solution ne peut être qu'africaine, bien sûr via des joint ventures à l'intérieur de l'Afrique, mais aussi avec l'international. Donc le Maroc veut aller dans ce sens. C'est pourquoi nous avons remarqué aujourd'hui qu'il y a pas mal de partenariats, d'accords entre le Maroc et des pays africains. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, il y a des B2B entre les entreprises marocaines et les entreprises africaines. Mais plus important, c'est créer des centres d'excellence à l'échelle africaine, en particulier au Maroc, pour qu'on puisse accompagner cette dynamique énergétique en Afrique. Autrement, nous allons perdre notre marché et nous allons avoir les mauvaises solutions pour l'abondement. Donc je crois qu'on a besoin, ce que j'appelle toujours dans les conférences internationales africaines en particulier, c'est de right solution. Nous avons besoin des solutions exactes, appropriées pour la demande africaine. Alors justement, vous avez parlé de ne pas avoir cette condescendance vis-à-vis de l'Afrique. On a su opérer, enfin c'est la question que je vais vous poser, est-ce qu'on a su opérer à ce transfert de savoir-faire nord-sud vers nous? Est-ce qu'on a suffisamment de ressources aujourd'hui, je parle de ressources humaines et de compétences, pour pouvoir justement profiter de cette opportunité et de les envoyer vers le continent africain? Il y a une réponse double. Hein. D'abord, de point de vue, si vous voulez, décision, nous avons une nouvelle élite africaine, marocaine, africaine, élite politique, élite économique, administrative, business et tout ça, qui commence aujourd'hui à préparer la bonne réponse à la question quel développement socio-économique pour l'Afrique. Donc là, moi je suis optimiste. Ça veut dire, parce qu'on a vécu quand même des maux, on a vécu des perturbations, et le temps qu'on vive, si vous voulez, une situation aisée, on va éviter, Inch'Allah, les problèmes que connaît l'Afrique, et j'espère qu'on aura les bonnes solutions. Mais d'autre part, c'est un grand challenge. J'étais au ministère des Transports et des Infrastructures, on a lancé en Afrique plus de 100 ports, mais on n'avait pas les ressources humaines qu'il faut. Pas uniquement des ingénieurs, des masters, mais aussi des profils moyens, bac plus 2, bac plus 3, parfois même bac moins 2, bac moins 3, parce qu'on a besoin des métiers. Donc il y a une demande très forte, et même à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, je crois, on a besoin d'investir davantage dans la formation des ressources humaines. C'est un business, mais c'est aussi une réponse sociale à la demande aujourd'hui croissante dans le domaine de l'énergie, mais dans les autres demandes. Donc je crois un des grands challenges, c'est de mettre en place le cadre favorable, le climat favorable pour accompagner cette dynamique africaine. Et un des challenges et un des paramètres, si vous voulez, un des domaines sur lesquels il faut à mon avis, investir beaucoup, c'est le domaine des ressources humaines. Alors, dernière question, on sort de l'énergie, et pour parler de politique internationale, parce qu'on est en plein ici à Dakhla, à la veille de ce forum, les accords de pêche avec l'Union européenne, on en a parlé sur ce plateau avec des opérateurs économiques de la région. Quelle réponse il faut avoir par rapport à ça? Non, il faut distinguer deux choses. Lorsqu'on fait affaire avec l'Union européenne, on fait avec les institutions. Oui. Aujourd'hui, la négociation avec les institutions continue, mais il ne faut pas oublier qu'au sein de l'Europe, comme au sein du Maroc, nous avons la société civile, les partis politiques, la justice qui est autonome, indépendante, qui peut décider autrement. Oui. Mais nous, en tant qu'État, en tant que Maroc, nous sommes en train de négocier avec l'Union européenne. Et la réponse de l'Union européenne en tant qu'entre parenthèses État, c'est ça qui nous intéresse. Et sur la base de leur réponse, on va prendre la décision qu'il faut. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura aucun accord au détriment de notre unité territoriale. Merci, c'est Aziz Rabah d'avoir été avec nous. Quant à vous, je vous dis à très vite dans Vue d'en haut, spécial Crans Montana.